Mardi 19 mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée. Dans les actualités de ce jour, les problèmes de la SMA ou Société municipale d'assainissement ont été réglés et tout est revenu à la normale, a déclaré aujourd'hui le président de la délégation spéciale de la commune d'Antananarivo, Ramanambi Tana Richard. Les employés ont déjà perçu leur salaire. Après 10 jours d'assainissement, la commune se lance désormais dans la réhabilitation des rues. Et afin de garantir la transparence des futures élections législatives, les compétences des membres de l'OVEC d'Ansran ont été renforcées. Le président de la CENI a souligné l'importance des responsabilités qui leur incombent dans tout le pays. Dans cette optique, ils doivent avoir une même lecture et par conséquent une application identique de la loi. Ils doivent respecter la loi et la justice, mais également traiter les candidats de manière égalitaire. Reportage de Cénoura Nirlantou. Les membres de l'OVEC, dont toute la grande île, sont à la base d'élections propres et transparentes. C'est pourquoi une formation est organisée dans la capitale du nord du pays pour tous les membres de chaque district. Le but est de respecter les valeurs liées à la loi régissant les élections législatives. Cette formation a également pour but de garantir la transparence des futures élections, notamment des législatives. Il est alors primordial que les points de vue des membres de l'OVEC à Antsran s'accordent, notamment en matière de respect des lois et la justice. Le président de la CENI a souligné qu'une énorme responsabilité a été confiée aux membres de l'OVEC dans tout le pays et qu'ils doivent lire et appliquer la loi de manière égale. La formation des membres d'OVEC Antsran, qui dure 2 jours, se termine aujourd'hui. Dans l'actualité sociale, le paludisme est l'une des maladies qui ne cesse de prendre de l'ampleur et qui a un taux de mortalité élevé à Madagascar. Pour l'année 2023, 846 000 personnes ont été touchées par cette maladie entre janvier et avril et plus de 150 sont décédés. La lutte contre le paludisme est donc une lutte commune à de nombreux pays. C'est pourquoi les chercheurs malgaches du CNARP participent au projet Imprima en aidant à la recherche de médicaments pour lutter contre la propagation de cette maladie. Reportage sur les images de Zahra Janso. Les chercheurs malgaches ont un rôle à jouer sur la scène internationale en matière de recherche. Ils font partie de ceux qui reçoivent des fonds pour la recherche sur la lutte contre le paludisme en collaboration avec d'autres pays d'Afrique. Une recherche pour d'autres médicaments contre le paludisme dans le cadre du projet Imprima. Il s'agit d'un projet d'implémentation de la primaquine à dose faible en Afrique, soutenu par le Centre national d'application des recherches pharmaceutiques ou CNARP et ses partenaires universitaires tels que l'Université de Strasbourg. Et l'objectif de ce projet est donc de favoriser l'implémentation, la mise en œuvre et l'utilisation de la primaquine en dose unique et faible dans le cadre de la prise en charge des patients traités pour le paludisme. Donc en fait l'idée c'est en plus du traitement classique à base de dérivés d'artémisidine, ce qu'on appelle les ACT ou les CTA, on va donner une dose supplémentaire de primaquine et l'objectif de cette dose en fait c'est de tuer les formes de parasites qui sont transmises de l'homme au moustique. Donc en fait en utilisant cette molécule on va réduire la transmission, c'est l'objectif de réduire la transmission. Alors, en fait, cette molécule est déjà utilisée à Madagascar dans les zones de préélimination, donc essentiellement sur les hautes terres. Et dans ce projet, nous allons faire une étude clinique de façon à tester l'innocuité, l'efficacité, l'acceptabilité de ce traitement dans des zones en dehors des zones de préélimination. Et ça nous permettra d'avoir des informations sur l'utilité de l'utilisation de cette molécule pour diminuer la transmission dans des zones en dehors des hautes terres. Dans la région Fitvnany, une zone à taux élevé de paludisme, les chercheurs réaliseront pendant 10 jours les travaux dirigés par le centre de recherche CNARP en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Le projet Imprima, financé par l'Union européenne dans le cadre du projet EDTCP3, est un coup d'envoi de recherche prometteuse selon les explications. Outre Madagascar, le Burkina Faso et le Burundi font partie des pays impliqués dans le projet. Il est à rappeler également que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu, le 12 mars 2024 dernier, les délégations du Centre national d'application des recherches pharmaceutiques, ou CNARP, et des universités partenaires du projet Imprima.
Cette rencontre illustre l'engagement du ministère à promouvoir la recherche en accord avec la politique générale de l'État pour le développement. Une société de microfinance de la capitale a choisi d'augmenter son capital social. Pour ce faire, elle a incité les gens à ouvrir une compte épargne. Une personne peut contribuer à ce capital social à hauteur de 200 000 arrières minimum et la valeur de l'intérêt augmentée en fonction du capital social qu'elle apporte. Reportage de Ruth Estelle Rakout-Malal et Yves Janel. Selon les statistiques reçues au cours du Global Money Week, seulement 5 millions, soit environ 18% des Malgaches, utilisent les services de banque, dont 3 millions en microfinance. Et peu d'entre eux disposent d'un compte d'épargne. Pourtant, il est préférable d'en posséder pour préparer l'avenir. Selon toujours les statistiques, 80% des personnes qui utilisent les services des banques sont des ménages de la capitale, 13% des petites entreprises et 7% des grandes entreprises. Afin d'initier les Malgaches à l'utilisation des services financiers et de répondre aux exigences de la réglementation 2017-026 des sociétés de microfinance, une entreprise a choisi d'augmenter son capital social. Si le minimum qu'une personne peut apporter est de 200 000 arrières, la limite supérieure est de 200 millions d'arrières selon les explications. Parlons à présent météo. Il n'y aura pas d'intempéries pouvant affecter Madagascar au cours de cette semaine, selon l'annonce faite aujourd'hui par Météo Madagascar. De manière générale, il pleuvra ce week-end, notamment dans la partie nord de l'île. Le point avec Fanjasena Mireille. Il n'y aura pas de formation de cyclone qui pourrait toucher Madagascar au cours de la semaine du 19 au 24 mars 2024, indique le service de prévision météorologique. Cependant, nous sommes encore en plein été en ce moment. Le passage du système orageux dans le sud-est conditionnera les conditions météorologiques à partir de jeudi, toujours selon les prévisions. Il y aura des pluies torrentielles suivies d'orages sur la partie nord et la partie sud-est du pays mercredi. Il s'étendra progressivement vers le centre du pays à partir de jeudi. Il n'y aura pas non plus de changement significatif de température. Les températures seront autour de 13 à 27 degrés Celsius le matin et entre 26 à 38 degrés Celsius l'après-midi. Et le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes continue de renforcer les systèmes d'alerte précoce afin d'éviter les catastrophes. Les bénévoles leur prêtent également main forte. Fin de Sena Mireille, c'est Angenap. Les alertes permettent de prévenir les habitants d'éventuelles catastrophes. Les conséquences du passage d'un cyclone sont moindres quand la population se prépare à l'avance. Les bénévoles collaborent avec le BNGRC au Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes sur ce point. Pour nous à Madagascar, il a été constaté que les alertes précoces lors de ces catastrophes naturelles successives ont eu des résultats positifs selon les explications. Au cours des étés 2023 et 2024, de nombreuses catastrophes ont pu être évitées grâce à une préparation au préalable. Et dans les actualités sportives de ce soir, Nzarasso Claudine participera à la finale du 100 mètres aux 13e Jeux africains qui se tiennent à Accra, la capitale du Ghana. Durant la demi-finale, elle a battu son meilleur temps de cette saison 2024. Une performance qui la place à la 4e place parmi les 8 finalistes. Nzara Zonarvelf nous en dit plus. Nzarasso Claudine, lors de la série numéro 3 des demi-finales des 100 mètres, a été dans le deuxième couloir. Elle n'a pas lâché jusqu'à la fin et obtient un ticket pour la finale avec un temps de 8 secondes à 59 centièmes, se classant deuxième après une Gambienne. Elle a fait le 4e meilleur temps parmi les 8 qui ont atteint la finale. Claudine a un énorme défi à relever, monter sur le podium dans cette finale. Il est à rappeler que sa performance est améliorée par rapport aux Jeux africains de 2019. C'est à 20h30 heure de Madagascar que se tiendra au stade de l'Université du Ghana la finale du 100 mètres à laquelle participera Nzarasso Claudine. Et restons toujours au niveau de ces Jeux africains, les Inkwai Madagascar 3x3 dans la catégorie masculine brillent lors de ces Jeux africains qui se tiennent à Accra, la capitale du Ghana. Hier soir, début de la compétition, nos basketteurs ont remporté les 2 matchs de groupe, ce qui leur permet
d'accéder en quart de finale. Pour les dames, par contre, 2 défaites en autant de matchs, ce qui équivaut à une élimination. La compétition de basketball se poursuivra mercredi. Suivez les résultats de la première journée de compétition sur ce reportage dans la radio d'Arville. Hier soir a débuté la compétition de basketball 3 contre 3. Nos basketteuses ont eu pour adversaire la Côte d'Ivoire lors du premier match. Maya a d'emblée marqué un tir de loin pour obtenir 2 points. Nos basketteuses ont cherché à dominer, mais leurs attaques étaient souvent mêlées de confusion. Les Ivoiriennes ont perdu beaucoup de ballons, mais elles ont quand même pu contrôler le jeu. Les Inquois ont perdu face à la Côte d'Ivoire sur le score très serré de 10-9. Le deuxième match a été autrement plus dur. En plus des 3 adversaires ghanéennes, nos basketteuses avaient contre elles tous les spectateurs. En effet, c'était un match face au pays hôte, le Ghana. La confusion entre Maya, Marian, Karen et Kloun se reflétait dans leur jeu. Les Ghanéennes ont donc réussi à marquer 21 points, le score limite en 10 minutes de jeu, si les Inquois n'en ont marqué que 12. Leur troisième match se fera contre l'Égypte ce mercredi, un match dont le résultat n'aura plus d'impact sur le classement, car les Inquois dames sont déjà éliminés. Chez les hommes, par contre, Marco, Aziz, Hassan et Armanan ont brillé de mille feux. Lors du premier match de la phase de poule, les Malgaches ont rencontré le Mali. Les Inquois ont démarré en tremble avec un tir de loin qui a permis de marquer 2 points. Armanan, avec ses attaques sous panier, a renforcé l'avantage des Malagasy, ainsi que Marco avec ses tirs à 2 points. Résultat, la victoire par 13-9 contre le Mali. Le deuxième match, c'était également contre la sélection du pays hôte. Néanmoins, les acclamations des supporters ghanéens qui ont rempli le stade n'ont pas perturbé les Inquois, d'autant plus que bon nombre parmi la délégation malgache sont venus soutenir nos basketteurs. Le match a été très disputé, mais c'est tout de même conclu par une deuxième victoire pour Aziz, Marco, Hassan et Armanan par 16-12 contre le pays hôte, le Ghana. Nos basketteurs affronteront le Bénin lors du 3e match du groupe, un match sans enjeu pour les Malgaches qui ont déjà obtenu leur ticket pour les quarts de finale qui se joueront ce mercredi. Dans les actualités internationales de ce soir, 14 corps sans vie ont été retrouvés lundi dans une banlieue aisée de Port-au-Prince où des membres de gangs ont mené des attaques sanglantes dans 2 quartiers de Pétionville. Le couvre-feu en vigueur depuis dimanche a été prolongé jusqu'à mercredi dans le département de l'Ouest qui englobe la capitale. France 24. Un vent de panique à Pétionville, en banlieue de Port-au-Prince. Plusieurs corps sans vie ont été retrouvés lundi. Au détour des rues, les habitants tentent de dénombrer les victimes. J'étais sur ma moto, ils sont arrivés, ils ont commencé à tirer sur la station. Dieu merci, personne parmi nous n'est mort. Il n'y a que des entreprises qui ont été touchées. Ce n'est que ce matin au réveil qu'on a constaté le nombre de cadavres qu'il y a dans chaque coin des rues de Pétionville. Un journaliste sur place a compté 14 dépouilles et 2 habitants confirment en avoir vu une dizaine, sans pouvoir dire dans quelles circonstances ces personnes ont été tuées. Ils affirment que des bandits armés semaient la terreur dans la zone depuis la matinée. Il ne se passait rien de spécial. Ils sont venus tous cagoulés dans leur voiture, sur des motos, avec leurs propres ambulances, puis ils ont massacré la population de Pétionville. Une crise politique et humanitaire sévit en Haïti depuis près d'1 mois. Selon l'UNICEF, les Haïtiens pris au piège par les violences souffrent de famine et de malnutrition. L'aide humanitaire est difficile à acheminer. La semaine dernière, l'ONU, les États-Unis et la communauté des Caraïbes ont chargé les partis politiques haïtiens de mettre en place une autorité transitoire lors d'une réunion d'urgence, mais ces nominations tardent. Les observateurs internationaux espèrent que cette autorité de transition mènera le pays vers des élections libres et une sortie de crise. Mais plusieurs pays, dont les États-Unis et les États membres de l'Union européenne, ont préféré évacuer leur personnel diplomatique ces derniers jours. Et le Parlement examine ce lundi un texte de loi qui pourrait de nouveau légaliser l'excision en Gambie, une pratique interdite depuis 2015. Ce projet de loi scandalise les défenseurs des droits de l'homme dans ce pays. Reportage de France 24. Pour 42. Contre 4.
Adopté. À une majorité écrasante, le Parlement gambien vient d'ouvrir la voie à une dépénalisation des mutilations génitales dans le pays. Depuis 2015, une loi les interdit en Gambie, des dispositions contraires au droit et à la culture islamique selon les défenseurs de ce nouveau texte. L'interdiction actuelle de l'excision est une violation directe du droit des citoyens à pratiquer leur culture et leur religion garantie par la Constitution de 1997. Monsieur le Président, compte tenu de la prédominance de la population musulmane, cette loi va à l'encontre de la volonté d'une majorité et doit être revue. Le projet de loi doit désormais passer en commission avant un nouvel examen au Parlement dans 3 mois. À l'extérieur, des manifestants des deux camps s'affrontent. D'un côté, les partisans de la dépénalisation et de l'autre, des militants anti-excision. Pour eux, ce retour en arrière serait la porte ouverte à d'autres lois encore plus répressives. C'est pour cela que nous sommes là, pour demander de ne pas abroger cette loi, car cela aurait des conséquences sur la santé des femmes et des jeunes femmes de ce pays. Je pense que si cette loi est adoptée, ils s'attaqueront aux lois sur le mariage des enfants, sur les violences domestiques. Il ne s'agit pas seulement des mutilations génitales féminines, mais surtout des femmes et du contrôle de leur corps. Selon l'UNICEF, 76% des femmes gambiennes entre 15 et 49 ans ont subi des mutilations génitales. La loi de 2015 a pourtant eu un impact limité sur la pratique de l'excision. Il a notamment fallu attendre 8 ans pour voir les premières infractions condamnées par des amendes. Et pour terminer cette actualité internationale, à quelques jours de l'élection présidentielle, la campagne express bat son plein au Sénégal. L'objectif pour les candidats est de multiplier les meetings. Les imprimeurs tentent de leur côté d'accélérer les cadences. Point d'étape de la campagne avec France 24. Les imprimeurs, chargés de livrer des milliers de t-shirts, casquettes et tracts, sont débordés. À moins d'une semaine de la fin de la campagne électorale, les candidats et leurs partisans ne ménagent pas leurs efforts. Les commandes affluent et font le bonheur de ces artisans. Cette période est une période que nous attendons tous parce que ça nous fait énormément de travail, on en a besoin. Donc nous avons pu faire des réunions pour sensibiliser le personnel à ce qu'on puisse redoubler d'efforts, faire plus d'heures de travail pour faire face, pour satisfaire cette demande. Une course contre la montre s'engage pour les principaux candidats à la présidence. L'économie est au cœur du programme des candidats, un enjeu majeur pour cette élection présidentielle. Parce que pour moi, l'industrialisation, c'est ma solution, c'est ma culture. Et c'est comme ça qu'on peut redynamiser l'économie sénégalaise en commençant par redynamiser le secteur primaire. La crise politique, qui a duré plusieurs semaines, a laissé des traces dans l'opinion publique et chez les candidats. Et Khalifa Sall, le président de la République, prendra toutes les mesures et toutes les décisions qu'il faut pour entreprendre toutes les réformes et toutes les ruptures, afin que plus jamais un président de la République ne puisse perturber à ce point le chronogramme républicain et électoral. La campagne électorale prend fin le 22 mars à minuit et le premier tour du scrutin est prévu pour le 24 mars. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.